Bonjour et bienvenue à notre troisième webinaire de notre série. Je m'appelle Johanna et je suis chef de projet marketing chez Centrion. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Centrion est un éditeur d'outils de supervision informatique. Je serai votre hôte pour la session d'aujourd'hui, donc si vous avez le moindre problème ou la moindre question, n'hésitez pas à me contacter via l'outil questions qui se trouve sur la droite de votre écran. Nous conclurons bien sûr ce webinaire par une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions à tout moment, toujours avec le même outil qui est sur la droite de votre écran. Votre intervenant aujourd'hui est Pierrick Martel, responsable marketing produit. Pierrick, c'est à toi. Merci Johanna. En fait, aujourd'hui, on a deux sujets vraiment. Un premier sujet qui est sur l'informatique décentralisée. C'est le réseau lui-même qui s'étend le plus loin possible, là où sont les gens. Et on va voir comment l'architecture distribuée Centrion permet de superviser ces équipements un petit peu lointains. Mais ce qui justifie le titre du webinaire aujourd'hui, c'est plutôt le deuxième sujet, où là, c'est la supervision. C'est-à-dire qu'en fait, les exploitants, les bonhommes, les gens qui sont, eux, décentralisés, et on va voir comment un autre élément de l'architecture distribuée de Centrion, les remote servers, permettent d'adresser cette problématique. Deux slides d'introduction pour se mettre en contexte. Je trouve qu'il y a, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un petit côté paradoxal où ça fait 10 ans qu'on ne parle que de centraliser toutes les applications métiers. Alors aujourd'hui, dans les nuages et dans des solutions multi-cloud, mais ça a été longtemps d'abord la consolidation des data centers. Et en fait, plus on passe de temps à bâtir des chaînes applicatives en cœur de réseau de plus en plus sophistiquées, plus ces chaînes applicatives vont être utilisées à l'autre bout du réseau, dans le monde physique, là où sont les vrais gens comme vous et moi, que ce soit les employés ou les clients de l'entreprise, que ce soit dans des magasins, dans des entrepôts, dans des usines, sur des ports à conteneurs, dans des agences bancaires ou d'assurance. Et donc, il y a un petit côté comme ça paradoxal où on dépense une énergie folle à créer des applications métiers centralisées sur les toutes dernières technos à la mode, dans des data centers de plus en plus sophistiqués, en cœur de réseau. Mais en fait, tout ça, ça va être utilisé dans de multiples sites partout sur le territoire, dans le pays, dans le continent, dans le monde entier. Et donc, on ne peut plus se permettre de superviser ces applications dans leur data center, dans leur cloud au centre, sans superviser le reste de l'infrastructure informatique. Ce qu'on appelle parfois les remote office, branch office, robots, c'est pas très joli, et qui sont en fait des sites de plus en plus critiques. Il y a plein de façons de montrer ça, soit parce qu'on se rend compte que suivant les secteurs d'activité, ils vont héberger potentiellement beaucoup des employés qui sont les utilisateurs des applications métiers, parce que ce sont des sites qui consomment les ressources de l'entreprise ou qui coûtent à l'entreprise, ne serait-ce qu'en termes de mètres carrés, parce que ces sites-là, c'est là que se produisent les données critiques. C'est là qu'il y a les interactions, la création de valeur, les interactions clients-fournisseurs. Et donc, les données critiques sont produites de plus en plus dans ces sites distants. Et puis, de manière très prosaïque, en fait, les sites distants représentent, paraît-il, 50% du budget informatique. Et donc, ce serait quand même bien que ces applications métiers fonctionnent bien jusqu'au bout, là où sont les gens, là où est dépensé le budget informatique. Donc finalement, c'est aussi dans ces sites distants que se crée la valeur de l'entreprise, et la solution de supervision doit superviser de bout en bout, depuis le cloud le plus au centre jusqu'au site le plus lointain. Donc voilà notre premier sujet. Donc premier sujet, comment est-ce que l'architecture distribuée Centrion va permettre de superviser des infrastructures qui sont elles-mêmes vastes et distribuées. Alors on va regarder des petits schémas d'architecture. Une solution Centrion, c'est livré sous forme d'un ISO, une ISO là qu'on installe sur une VM ou sur un serveur à l'ancienne, qui comprend tout, le système d'exploitation et puis tous les modules logiciels. Mais enfin, si on zoome un petit peu dans ce logiciel-là, on se rend compte qu'il y a une brique verte qui s'appelle un poller, et c'est le poller qui exécute les fameux plugins dont on a parlé au webinaire précédent, qui sont les scripts qui vont collecter les données de supervision sur tous les équipements à
supervisé. Donc, dans une solution Centréon, il y a toujours au moins un poleur à l'intérieur du serveur principal, du serveur central. À noter que si l'on n'utilise pas la version open source, mais la version EMS, Enterprise Monitoring System, on aura d'autres serveurs optionnels, MAP et MBI, dont il ne sera pas tellement question aujourd'hui. Et le premier élément de l'architecture distribuée Centréon, c'est de pouvoir multiplier les poleurs. Et la première raison pour ça, c'est d'augmenter la capacité. En fait, il y a une petite règle toute simple qui est que pour chaque 700 équipements supplémentaires à superviser, on va rajouter un poleur. Et ça, on peut le rajouter en centrale dans son data center ou dans son cloud, son EC2 ou son Azure VM. Et ça, c'est une première étape. Rajouter des poleurs, ne serait-ce que parce que l'infrastructure étant de plus en plus vaste, il y a de plus en plus d'équipements. Et donc, on a de plus en plus d'équipements à superviser. On rajoute des poleurs pour accroître la capacité de supervision. Mais en fait, on va pouvoir aussi vouloir mettre des poleurs pour accéder à des zones qui sont difficiles d'accès du point de vue du serveur central. Je vais expliquer ça dans le slide suivant. Le poleur va permettre de superviser dans des DMZ, par exemple, là où le serveur central n'aurait pas accès ou difficilement accès. Ces poleurs utilisent, il y a deux flux de communication, un dans chaque sens. Donc le serveur central configure la supervision sur les poleurs à travers le port 22 en SSH, et puis le poleur, lui, renvoie toutes les données sur un protocole propriétaire BBDO en TCP sur le port 5669. Et il y a trois éléments là dans cette architecture qui vont permettre de faciliter la supervision des infrastructures très, très vastes et distribuées. La première chose, c'est que tous ces flux-là peuvent être compressés, encryptés, authentifiés. Alors, lorsque les poleurs sont au sein du data center, juste pour des raisons de capacité, ça sert à rien. Mais dès qu'on va pouvoir mettre des poleurs à distance, on sera bien content d'avoir ces possibilités. Le deuxième élément très important, c'est le mécanisme de rétention des données. En fait, le poleur a une petite zone de stockage temporaire utilisée en cas de perte de connexion. Si ma flèche verte là ne fonctionne plus, le poleur ne peut plus renvoyer les données collectées au serveur central. Eh bien, il va pas s'affoler. Il va stocker localement les données en mémoire d'abord et puis sur disque dur ensuite, jusqu'à ce que la connexion remonte. Et dès que la connexion est remontée, eh bien, il va renvoyer toutes les données au serveur central qui n'aura ainsi rien perdu. Et donc ça, c'est un premier mécanisme qui permet de déployer des poleurs dans des zones lointaines où la communication réseau, le WAN, le MPLS n'existe même pas, la communication n'est pas très bonne, et donc on va fiabiliser la collecte de données grâce à ce mécanisme de rétention de données. Et le troisième mécanisme, c'est celui qui permet d'inverser le flux vert là pour que le serveur central soit toujours à l'initiative des connexions. Donc ça, c'est pour les DMZ qui sont configurés de telle sorte que on n'a pas le droit, un équipement dans le DMZ n'a pas le droit de sortir, n'a pas le droit de communiquer avec l'extérieur. Dans ce cas-là, on va une petite option sur le poleur, une option qui a un nom assez bizarre, One Peer Retention. Il faudrait demander au CTO qui a créé le produit là pourquoi ça s'appelle One Peer Retention. Mais voilà, c'est une option qui permet d'inverser les flux pour faire en sorte que ce soit le serveur central qui communique toujours vers le poleur à travers le firewall. Voilà trois mécanismes qui vont permettre de déployer Centréon sur des infrastructures à l'échelle mondiale. Et on a pas mal de clients qui effectivement supervisent depuis un Centréon central leur infrastructure mondiale sur tous les continents en mettant des poleurs sur chaque continent, voire plusieurs par continent, par zone, pour assurer ainsi la fiabilité de la collecte des données. Toutes les données sont remontées sur le serveur central qui voit comme ça l'ensemble des réseaux. Donc ça c'est fait, c'est très bien. Mais en fait, ce dont on parle beaucoup maintenant, et c'est mon deuxième sujet, le deuxième sujet du webinaire, c'est qu'en fait, ce que l'on veut délocaliser, c'est l'exploitation ou les exploitants. En effet, ça va ensemble. Plus on prend conscience de l'importance de superviser les sites distants, plus on étend la surface de supervision, plus on va avoir envie d'avoir des exploitants prêts
de là où sont les utilisateurs. Pour qu'ils soient proches, qu'ils comprennent leurs problématiques, qu'ils sachent résoudre les problématiques des utilisateurs. C'est aussi parce qu'à force pour faire face à l'accroissement du nombre de sites, on ne peut pas avoir tout le monde au même endroit, on va déployer les gens sur le territoire. Il ne faut pas se leurrer, il y a aussi un problème de coûts salariaux. On a plusieurs clients qui utilisent Centréon depuis l'Inde. Parce que il y a des informaticiens moins chers. C'est aussi une question de pénurie de talent. Hein. On a du mal à recruter parfois dans certains pays et on va aller mettre la supervision là où sont les gens, ou parfois pour assurer la continuité de service 24/7. Donc il y a toutes ces raisons qui font que on est obligé de se poser la question, quand est-ce qu'il faut que je centralise mon exploitation ou quand est-ce qu'il faut plutôt la décentraliser? Et en fait, les deux sont possibles. On va centraliser pour mutualiser, pour rationaliser, pour gagner en compétitivité. Il y a plein de raisons qui font que par défaut, on commence par tout centraliser et on a un Centréon central et un seul. Mais en faisant ça, on risque de frustrer des exploitants qui vont utiliser ce Centréon central depuis une contrée lointaine. Ils vont se plaindre qu'ils n'ont pas les données, eux, qui les intéressent. Et les Parisiens, là, n'ont pas créé la supervision qui les intéresse, eux, dans leur région éloignée. Que la latence réseau dégrade leur expérience utilisateur lorsqu'ils se connectent à l'interface IHM Centréon. Alors, pour peu qu'il y ait un problème réseau entre eux et le Centréon central, là, ils sont dans le noir total et c'est quand même un vrai problème. Et puis, ils sont toujours dépendants d'une équipe centrale et donc c'est toujours un petit peu frustrant, surtout s'il y a des problèmes de fuseau horaire ou des différences culturelles. Alors, on peut avoir envie de décentraliser les outils de supervision pour que chacun ait son autonomie, son agilité. Et là, on a un autre problème, on perd en compétitivité parce qu'en fait, on va multiplier les outils. En fait, chaque équipe va se choisir son petit outil à lui, là. Ça va être de plus en plus complexe d'intégrer tous ces outils dans un environnement d'exploitation IT Automation ou ITSM. L'équipe centrale va perdre en visibilité, la direction n'aura pas toutes les infos pour prendre les bonnes décisions. Donc, vous l'avez deviné, mon Centréon Remote Server, il va permettre en fait à la fois de centraliser et décentraliser et de prendre le meilleur des deux mondes. Le Remote Server, c'est comme un Central Server, sauf qu'il est déporté et on va se rendre compte que chaque équipe autour de son Remote Server a son autonomie, mais toutes les informations remontent quand même sur le Central Server pour que l'équipe centrale ait la visibilité complète et totale. Pour expliquer ça, je vais prendre quatre exemples qui permettent de montrer les différentes fonctionnalités, puis ensuite quelques petits schémas d'architecture. Exemple numéro 1, là c'est un groupe de logistique à échelle mondiale qui en Europe a des data centers, du cloud, des applications métiers, supervise des agences, des terminaux de conteneurs et supervise aussi l'Asie-Pacifique, mais qui a beaucoup d'activités en Europe de l'Ouest et en fait utilise des liens satellites entre le centre en Europe et l'Afrique de l'Ouest, et ce qui pose des problèmes de latence réseau. Donc la première étape, ça a été de mettre des pôleurs en Afrique pour utiliser des mécanismes de data retention comme on l'a expliqué. Mais la deuxième étape, en fait, c'est de mettre un remote server côté Afrique pour que les équipes là-bas aient leur autonomie, en particulier parce que c'est eux qui déploient dans tous les ports à conteneurs là et les centres de logistique multimodaux, c'est eux qui déploient tous les équipements et qui connaissent tout le détail des routeurs, des switches, de comment tout ça s'est configuré. Donc c'est eux qui ont la main là-dessus et qui veulent se créer leur propre vue, leur propre map, leur propre custom view, leur propre dashboard. Et en ayant un remote server, là, ils ont complètement la main sur la supervision de leur infrastructure, mais ce qui n'empêche pas que les données sont quand même envoyées en centrale pour que l'équipe centrale ait la supervision complète. Donc là, on voit qu'on va un cran au-delà du pôleur, on permet à l'équipe d'avoir son outil de supervision, mais c'est le même que l'équipe centrale, et donc il y a un partage des connaissances. Toute l'expertise que l'on acquiert sur la supervision, elle est partagée entre les équipes centrales et déportées parce qu'ils sont sur le même outil. Ils sont sur le même outil, plutôt que d'avoir chacun son outil et peut-être d'avoir un dialogue de sourds entre les deux équipes. Donc voilà, une meilleure expérience utilisateur parce que je me connecte à une IHM locale sans passer par un lien satellite, mais une meilleure collaboration aussi parce que tout le monde est sur le même outil
tout en ayant son autonomie. Un deuxième exemple qui est en deux parties. Là, c'est sur bon, j'ai pris l'exemple d'un client qui fabrique des pièces automobiles avec des usines, des dizaines d'usines dans le monde entier, où là, finalement, on crée des plaques continentales, une plaque Amérique du Nord depuis Détroit, une plaque Asie-Pacifique depuis Singapour, et on va avoir un remote serveur dans chaque région, dans chaque plaque. Et un gain ici, c'est d'avoir une autonomie dans la gestion des utilisateurs. En fait, chaque serveur, le serveur central, mais aussi les remote serveurs, a son propre pool d'utilisateurs, sa propre authentification LDAP, et tous ces utilisateurs sont créés localement en toute autonomie par rapport aux autres plateformes. Ce qui veut dire que lorsque je suis à Singapour, si j'ai un stagiaire qui vient là pour un mois, je vais lui créer son profil, ses ACL, son compte, sans avoir à demander la permission à quelqu'un à Stockholm qui n'est pas dans la même time zone que moi, qui ne comprend pas pourquoi j'ai un stagiaire qui va mal épeler son nom. Voilà, j'ai une autonomie complète de la gestion des utilisateurs, de la gestion des droits d'accès des utilisateurs et de la création des vues que je veux faire dans chacune de mes plaques ici continentales. Et ça, c'est une première fonctionnalité. Une autre fonctionnalité, peut-être la plus importante et qui est cruciale, c'est que, bien sûr, toutes les données remontent au serveur central. Le serveur central supervise l'ensemble du réseau, les serveurs remote supervisent un sous-ensemble, mais j'ai une synchronisation des opérations, c'est-à-dire que si là à gauche j'acquitte une alarme, elle va être automatiquement et immédiatement acquittée aussi sur la console de supervision des opérateurs qui sont en centrale. Et de même, si jamais en centrale, là, j'acquittais une alarme de quelque chose qui se passe en Asie-Pacifique, eh bien, elle va être automatiquement acquittée aussi sur la console du remote server en Asie-Pacifique. Donc, j'ai bien une synchronisation totale de tout ce qu'on appelle les opérations, les acquittements, les temps d'arrêt, un recheck, ce qui permet une collaboration entre les différentes zones. On peut se partager les tâches, et si c'est quelqu'un à Stockholm qui travaille, les gens en Asie ou à Détroit verront ce qui se passe et vice-versa. Donc, synchronisation totale des opérations. Un troisième exemple, qui est un peu différent là, et là on parle d'une compagnie aérienne qui a 3 data centers. Donc, eux, ils ont vraiment créé la résilience de leur appli métier. Leurs appli métiers sont répartis sur 3 data centers. Ils peuvent perdre un data center et l'appli métier continue de fonctionner. Mais ils utilisent le remote server comme un outil de résilience de la supervision elle-même. Donc, en temps nominal, j'ai un remote server dans chaque data center qui ne sert pas à grand-chose, hein, qui n'est pas forcément utilisé, mais qui va être utile dès que j'ai une coupure de communication entre mon data center et le serveur central. Donc, peut-être que les applications métiers sont résilientes, mais en attendant, là, si j'ai mes 2 routeurs d'accès qui sont partis en boucle infinie, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et c'est crucial à ce moment-là d'avoir un remote server pour superviser mon data center et réussir à trouver le fond du problème et le corriger. Donc, pendant cette perte de connexion réseau, mon mécanisme de rétention de données que j'ai décrit dans le cadre du pôleur va s'appliquer ici aussi. Les données vont s'accumuler localement. Je garde toute ma visibilité localement. Et puis, quand le lien remonte, eh bien, les données sont à nouveau envoyées de façon à ce que, en centrale, j'ai pas de perte de données et je puisse créer des rapports mensuels ou hebdomadaires qui incluent bien toutes les données. Donc là, on utilise l'outil Remote Server de manière un peu différente pour être sûr de ne pas être dans le noir le jour où il y a un problème grave. Dernier exemple, enfin, il y a de plus en plus d'entreprises, de grands groupes qui travaillent en mode MSP, Managed Service Provider. C'est-à-dire qu'ils rationalisent tout leur environnement d'exploitation dans une équipe centralisée et ensuite ils vont proposer à leurs filiales un service de supervision qu'ils vont probablement facturer en interne. Donc là, comment ça fonctionne? Eh bien, dans ce modèle Managed Service Provider, je vais proposer à chaque business unit à qui je propose le service de supervision, un remote server pour que la business unit conserve la vue de son périmètre et une certaine autonomie. Et donc, j'isole ainsi les périmètres. Chaque BU a son périmètre et ne voit pas le périmètre de ses voisins, mais je garde quand même, moi, la vue centralisée.
Et là où c'est intéressant, c'est que au fil des années, je vais pouvoir investir dans des outils de IT automation, des outils ITSM, des outils peut-être d'intelligence artificielle en centrale, et je vais pouvoir en faire bénéficier toutes mes BU. Donc là, j'ai pris un exemple mondial, mais on voit ça beaucoup en France dans des grands groupes, par exemple des banques ou des assurances qui ont des caisses régionales et qui vont proposer à chaque caisse régionale un remote serveur et surtout un service de supervision centralisé qui sera facturé en interne. Voilà, 4 exemples pour expliquer les fonctionnalités du remote server. Je les résume ici dans un tableau. Un serveur central, lui, supervise l'ensemble de l'infrastructure, il voit tous les poleurs, il a tous les modules logiciels, si j'ai acheté la suite complète EMS, il peut configurer la supervision de l'ensemble de l'infra, il ne configure que les utilisateurs du serveur central et non pas les utilisateurs des remote serveurs. Il peut exploiter avec tous les outils Centréon et profiter des rapports MBI. Le remote server, lui, ne voit qu'un sous-ensemble de poleurs. Il a tout le logiciel Centréon, MapBam, mais pas MBI. On ne fait pas de configuration sur le remote server. Configurer la mise en supervision d'un nouveau serveur, ça se fait sur le serveur central. Le remote server a une gestion complète de ses utilisateurs. Il a des custom views, des maps, des tableaux de bord temps réel. Par contre, il n'y a pas les rapports MBI qui sont configurés et créés en centrale et envoyés ensuite vers les remote serveurs. D'un point de vue architecture, ça c'était mon petit schéma qui montrait un serveur central avec son poleur à l'intérieur et 2 poleurs supplémentaires. Bien, rajouter un remote server, c'est un peu comme rajouter un poleur. C'est un serveur complet, donc c'est la même chose qu'un serveur central, c'est la même ISO. En fait, la même ISO va me permettre d'installer un serveur central, un serveur remote ou un poleur. Et en fait, j'ai exactement les mêmes briques logicielles sur mon serveur remote que sur mon serveur central. C'est tout pareil. Je peux même rajouter un serveur map à côté si j'ai besoin de créer des maps sur ce serveur remote. Ce serveur remote, il peut lui-même, comme il est identique à un serveur central, il peut lui-même avoir des poleurs. Et donc, comme ça, on a une cascade, une hiérarchie d'architecture supervisée avec des poleurs connectés à un remote qui lui-même est connecté à un central. Les flux de données sont les mêmes qu'entre un poleur et un central, c'est exactement la même chose. Alors, il y a un petit peu plus de configuration, mais c'est vraiment la même chose, les mêmes flux, les mêmes ports. Et donc, je vais retrouver les mêmes 3 mécanismes que j'ai décrits tout à l'heure, l'encryption et la compression des flux, le data retention que j'expliquais là dans le cadre du data center, c'est le même mécanisme. Et ce mécanisme-là de rétention de données peut s'appliquer soit au niveau du poleur qui est tout en bas, entre ce poleur et son remote server, ou entre le remote server et le central server. Et enfin, le troisième qui est l'option de flux inversé, si jamais j'ai des problèmes de firewall, etc. Comment est-ce que tout ça se configure? En fait, le menu s'appelle encore poleur plutôt que serveur. Ne me demandez pas pourquoi, mais enfin, il y a quand même le bouton qui dit ajouter un serveur là avec un wizard. Et ajouter un serveur, ça démarre un petit wizard comme ça où on choisit est-ce que je veux rajouter un remote serveur ou un poleur. Supposons que ce soit un remote serveur, je vais lui donner un nom, l'adresse IP. Il me faut les credentials pour accéder à la base SQL du remote server parce que le central server va aller configurer cette base. J'ai besoin de savoir quelle est l'adresse IP qui est utilisée par le remote server pour joindre le central server et voilà quelques paramètres comme ça. J'ai une autre option, c'est tout ça c'est expliqué dans la documentation, hein, où en fait j'ai déjà installé mon remote server, il s'est signalé au plus central et donc ici je peux directement choisir mon remote server dans ma liste. Enfin, on va pouvoir déplacer des poleurs du central vers un remote ou même d'un remote vers un autre remote. Donc au moment où on configure le remote server, on dit quels sont les poleurs qui lui sont attachés. Et ensuite, voilà, la configuration se fait. Pour ceux qui connaissent, ça va configurer à la fois tout ce qui est broker, engine, etc., etc. Et ce sera directement fonctionnel. Dans ma liste, j'aurai mes nouveaux poleurs, mes nouveaux remote servers qui vont apparaître. Voilà, on arrive à la fin, on va passer aux questions-réponses. Donc, ce que l'on propose ici, c'est de consolider la supervision sur une plateforme centralisée, mais en laissant les gens à distance des outils pour qu'ils gardent leur autonomie, leur agilité. Donc, on a le meilleur des deux mondes, à la fois le côté rationalisation, vision totale, intégration avec les outils,
de la centralisation, mais aussi le côté autonomie, qualité de l'expérience utilisateur, collaboration multizone, résilience le remote server distant. J'espère que j'étais clair, mais je suis sûr qu'il y a des questions. Oui, Pierrick, en effet, il y a quelques questions. Alors, la première question que nous avons reçue est celle-ci. Avez-vous un roadmap, la notion de groupe de pôleurs pour que le central répartisse automatiquement les hosts sur un groupe de pôleurs, exemple dans un même data center? Ah, mais ça, c'est mon rêve. Donc, moi, en termes de product marketing, j'ai une roadmap sur 5 ans. Et il y a cette fonction dans ma roadmap. Par contre, je vais être honnête, c'est pas en 2019. Donc, en 2019, on travaille sur d'autres sujets qui sont nécessaires et préalables à permettre de développer ce genre. Donc, faites-nous part de ce genre de besoins. Ça nous intéresse de comprendre les vrais besoins, mais ce sera effectivement nécessaire et j'espère bien qu'en 2020, on pourra faire ce déploiement automatique et cette répartition automatique. Merci Pierrick. Une seconde question est celle-ci. Bonjour, dans ma version Centréon, je n'ai pas la possibilité d'ajout de remote server. Est-ce qu'il faut mettre à jour Centréon pour avoir cette option? Et cette personne possède un Centréon avec le pack plugin et support. Oui, donc en fait, cette fonction remote server a été introduite en octobre 2018, donc l'année dernière, dans la version qui s'appelle 18.10, 2018 octobre. On sort maintenant une version tous les 6 mois. La prochaine, c'est la 19.04 au mois fin avril. Et donc, pour bénéficier de remote server et de ce fameux wizard et de la configuration un peu simplifiée des pôleurs et de plein d'autres choses, il faut mettre à jour en Centréon 18.10, sachant que Centréon 18.10 fonctionne sur CentOS 7 et donc il y a toute une procédure de migration de CentOS 6 vers CentOS 7 qui est documentée et nos équipes de consultants sont aussi là pour vous aider à faire la migration, la mise à jour ou la mise en œuvre de remote server. Merci Pierrick. Troisième question, est-ce que les maps créées sous le remote server sont renvoyées sur le serveur central? Non, là on est vraiment en mode de totale autonomie, c'est-à-dire que de même que les users sont complètement indépendants sur chaque serveur, remote ou central, tout ce qui est créé localement, les custom views, les maps, tout ce que les users créent leur appartient en local et n'est pas visible sur les autres serveurs. Maintenant, il y a différentes possibilités pour aller au-delà de ça. C'est aussi des choses auxquelles on réfléchit, mais par défaut, toutes les vues restent locales. Merci Pierrick. Alors, quelle est la différence entre un poller display et un remote server? Alors, en fait, quand je dis que le remote server a été introduit en 18.10, c'est vrai, mais à vrai dire, on avait une version précédente de tout ça. Ça s'appelait Poller Display, ça existait depuis plusieurs années. Et en fait, ça faisait un petit peu la même chose que remote server. Il y a eu plusieurs versions, mais ça faisait pas tout. Donc, Poller Display, c'est un peu le prototype ou la version bêta de remote server. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Merci Pierrick. Et enfin, une dernière question pour terminer. Est-ce que chaque remote server peut avoir son outil de ticketing? Oui, donc moi effectivement dans mon exemple 4, je dis que l'avantage c'est qu'on va mettre sur le central server tous les outils ITSM, ITAM, etc. Mais ça c'est pas obligatoire. En fait, sur chaque remote server, je peux avoir une interface vers un outil de ticketing. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, en fait, notamment dans le cas des différentes BU là. Souvent, il y a une BU qui utilise ServiceNow et une autre qui utilise encore GLPI ou EasyVista. Et donc ça, c'est tout à fait possible. De même que mes fonctions de type Stream Connector peuvent être déployées sur chaque remote server. Mais d'ailleurs, ça, c'est le sujet du prochain webinaire. Le prochain webinaire va parler de tous ces outils d'exploitation qui sont pas la supervision, mais qui permettent d'intégrer dans un seul gros outil d'industrialisation, intelligence artificielle, industrialisation, automatisation, IT automation, ITSM, et centré en plein de connecteurs pour ça, par défaut sur un serveur central, mais potentiellement aussi sur un serveur remote. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour ce prochain webinaire sur ce sujet.
Merci Pierrick. Donc ce webinaire touche à sa fin. Pour les quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de vous répondre, on pourra bien sûr le faire par email. Merci d'avoir participé à ce webinaire. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 4e webinaire de notre série. On a aussi un petit déjeuner qui se déroulera chez nous dans nos locaux à Paris le 19 mars autour de justement du remote server et de tous ces sujets. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous le dire pour vous inscrire. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.